Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous de l'actualité. Je suis Fanny Weckscheider. À la une de l'actualité de ce vendredi 31 mars. En Afrique du Sud, le remaniement ministériel entrepris par le président Jacob Zuma tourne à la guerre ouverte au sein de l'ANC. De nombreux enjeux sont sur la table pour le futur successeur à la tête du parti au pouvoir. Au Bénin, des manifestations ont eu lieu contre un projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990 de l'Assemblée. Et enfin, le cours du cacao a baissé de 37% en 6 mois en Côte d'Ivoire. Une chute brutale aux lourdes conséquences pour l'économie du premier producteur mondial de cacao. Bonsoir à tous. Direction l'Afrique du Sud où le président Jacob Zuma a finalement largement remanié son gouvernement. Principal changement à retenir, la sortie du respecté ministre des Finances, Pravin Gordhan, qui était ouvertement en conflit avec Jacob Zuma. Il est d'ores et déjà remplacé par un proche du président, l'ancien ministre de l'Intérieur Maloussi Gigaba. Mais ce passage de témoin ne se passe pas sans tumulte. Les détails par la rédaction de Vox Africa. Après plusieurs jours de rumeurs, souvent même de tensions, la nouvelle est finalement tombée dans la nuit de jeudi à vendredi. Le président sud-africain Jacob Zuma a annoncé le remaniement gouvernemental de grande ampleur qui consacre l'entrée de 10 nouveaux ministres ainsi que de 10 vice-ministres. Premier constat, malgré la menace des communistes, Jacob Zuma s'est débarrassé de son ministre des Finances, Pravin Gordhan, avec qui les conflits se sont multipliés ces derniers mois au sujet de la gestion du trésor public. Dans la journée, le principal concerné a réagi. Pravin Gordhan confiera à la presse qu'il a été tenu à l'écart et comme tout le monde, c'est par la télévision qu'il a appris la nouvelle. Nous devons le dire haut et fort. Nous avons veillé tard hier soir, comme vous, pour apprendre à la télévision quel serait notre sort. Nous n'avons pas reçu de coup de fil, il n'y a pas eu de discussion. C'est la télévision qui nous a appris cette nouvelle, aussi intéressante pour nous que pour vous. Nous n'avons pas besoin que qui que ce soit nous remette des sacs pleins d'argent et nous espérons que de plus en plus de Sud-Africains vont démontrer clairement que notre pays n'est pas à vendre. Autre réaction immédiate, celle de l'opposition qui a également dénoncé le limogeage de Pravin Gordhan. Muzi Mehman, le principal leader du parti d'opposition, dit avoir déposé une demande d'interdiction urgente auprès de la haute cour de la province du Cap occidental pour empêcher le président Zuma d'introniser ses ministres. Les actions du président Jacob Zuma ne peuvent être considérées que comme de la trahison. Ce sont des décisions qui ne sont pas prises dans l'intérêt de tous les Sud-Africains et sûrement pas dans celui du bien-être de la République. Au lendemain de ce remaniement, la bourse sud-africaine a plongé, la preuve que sur le court terme, la nouvelle n'a pas rassuré les investisseurs. Cependant, pour certains économistes, le mal pourrait se relativiser et sur le long terme, être bénéfique pour l'économie sud-africaine. Le limogeage de Pravin Gordhan pourrait en fait être une très bonne chose, menant à des changements politiques en Afrique du Sud. Des changements politiques qui seront sûrement bénéfiques pour l'Afrique du Sud. D'une certaine façon, c'est un soulagement. Au moins, nous avons désormais une certitude et je ne serais pas surpris que le rand y réagisse négativement. Mais il est important de comprendre que la monnaie est déjà fortement sous-évaluée. Même à des taux soi-disant plus élevés, le rand était déjà très faible. Nous payons le prix fort pour cette incertitude en Afrique du Sud depuis longtemps maintenant. Donc le rand va prendre un sale coup au départ, mais il va se stabiliser. Et petit à petit, la monnaie va reprendre son cours normal. Pour remplacer Pravin Gordhan au stratégique portefeuille du Trésor, Jacob Zuma a choisi un de ses fidèles, Maloussi Gigaba, jusque-là ministre de l'Intérieur. Seulement, au sein du Congrès national africain, l'ANC, certaines factions s'opposent au président Jacob Zuma et apportent leur soutien à Pravin Gordhan. Une situation qui pourrait, au cas où elle perdure, provoquer une scission au sein de l'ANC qui élira en décembre prochain son dirigeant qui sera quasi certain de devenir le prochain président d'Afrique du Sud lors des élections générales de 2019 dans 2 ans. D'un point de vue financier pour le pays, les marchés et les investisseurs ont craint le départ de Pravin Gordhan. L'ancien ministre des Finances s'était jusque-là efforcé de tenir les cordons d'une économie sud-africaine au ralenti et endettée. Conséquence, dès lundi, le rand a chuté à la bourse par rapport au dollar américain et à l'euro. Malgré ses remous et son licenciement, M. Gordhan a annoncé avoir passé la main en bonne et due forme à son successeur, l'ancien ministre de l'Intérieur et proche du président Maloussi Gigaba.
Je pense que maintenant, nous allons avancer vers la prochaine étape quand M. Gigaba prendra le relais. J'ai parlé avec lui, je l'ai félicité pour son nouveau poste. Je l'ai aussi informé que nous allions rester un peu dans les parages car nous avons des cartons à préparer et il a compris. Nous avons décidé d'un commun accord de nous voir lundi. Et avec cette manœuvre au sein du Trésor sud-africain grandit l'inquiétude d'un possible contrôle sur les finances publiques du président Jacob Zuma, inculpé dans le passé de corruption. Pourtant, sur le plan économique, le remaniement ministériel pourrait avoir des effets positifs sur le long terme, à la condition, selon un économiste, que tout ceci mène à la chute du président Jacob Zuma. Quoi qu'il se passe, si c'est anti-Zuma et que ça nous mène à la chute de Zuma, ça peut être une affaire compliquée. Cela pourrait, à court terme, avoir un réel impact négatif sur l'économie, les politiques, etc. Et sur le long terme, ce sera certainement bon pour nous de nous débarrasser de Zuma et de sa clique. Mais à court terme, c'est un président extraordinairement puissant. Il est dans une impasse et il peut vraiment faire tomber les piliers du pays avec lui. Enfin, sur le plan politique, le renvoi de Pravin Gordhan a provoqué la colère de l'opposition. L'un des principaux partis, l'Alliance démocratique, a immédiatement déposé une énième motion de défiance contre le président. Pour son leader, Mmusi Maimane, ce remaniement est une attaque contre la Constitution et le peuple sud-africain. J'ai demandé à notre équipe juridique de se rendre à la haute cour de la province du Cap-Occidental pour déposer une demande d'interdiction urgente afin d'empêcher Jacob Zuma d'introniser ses ministres. Je peux vous dire que certains membres de l'ANC m'ont contacté pour me dire « votons ensemble sur ce sujet ». Je ne vais pas donner de nom pour l'instant, mais ils veulent voter avec nous et si nous réussissons cela, alors 58 millions de personnes ne peuvent pas être vaincues par un seul homme. Quant à l'autre parti majeur d'opposition, le FF de Julius Malema, il a quant à lui demandé au Parlement d'engager une procédure de destitution du chef de l'État. Je propose d'écouter. Nous sommes venus déposer une plainte auprès de la Cour constitutionnelle lui demandant d'ordonner au Parlement d'engager une procédure disciplinaire contre le président de la République d'Afrique du Sud qui a été reconnu coupable de violation de son serment par cette Cour. Le Parlement est l'une des institutions qui sont saisies. Le Parlement est une des institutions qui se sont effondrées et elles doivent donc avoir recours à la Cour constitutionnelle pour les encadrer afin qu'elles puissent exécuter leur mandat constitutionnel. Le ciel s'assombrit au-dessus de la tête de Zuma. Ses jours sont comptés. Il est le seul à avoir la clé de sa porte de sortie. Et cette clé, c'est le renvoi de Pravin Gordhan. L'annonce du renvoi de Pravin Gordhan et de son ministre adjoint Mcebisi Jonas marque la fin de la présidence de Zuma. Et Jacob Zuma a par ailleurs annoncé qu'il envisageait de quitter la présidence du parti du Congrès national africain en décembre prochain avant les élections générales de 2019. 4 prétendants possibles à sa succession sont régulièrement cités. L'actuel vice-président et militant historique anti-apartheid Cyril Ramaphosa, l'ex-épouse de Jacob Zuma, la présidente sortante de la Commission de l'Union africaine Nkosazana Dlamini Zuma. Il y a également un proche du président, le trésorier de l'ANC, Zweli Mkhize, et 4e candidat majeur, une femme, Baleka Mbete, députée chevronnée et actuelle présidente du Parlement sud-africain. Au Bénin, l'actualité reste dominée par des manifestations contre la révision de la Constitution. Jeudi, c'était l'ensemble des membres de la centrale et des confédérations syndicales du pays, avec quelques partis politiques, qui sont descendus dans les rues de Cotonou. Leur revendication, que le gouvernement retire le projet de loi portant la modification de la Constitution du 11 décembre 1990 de l'Assemblée. Reportage à Cotonou avec Romuald Vissot. C'est ici la bourse du travail, le siège de toutes les centrales et confédérations syndicales qui sont parties pour battre le macadam. Sous un soleil ardent qui dardait ses rayons sur le sol, ces syndicalistes scandaient des slogans hostiles au gouvernement. Ils sont désormais dans la provocation pour se faire entendre. Le chef de l'État doit être à l'écoute de son peuple. Que dit le peuple? Le peuple dit qu'il ne veut pas d'une révision en l'État. Le peuple n'en veut pas. Il faut tirer tout simplement les conclusions. Les conclusions, c'est le retrait pur et simple de ce projet de la Constitution. Ce n'est pas aller à la va-vite, expédier cela comme une affaire courante. Les députés ont donné l'impression que ils ont leur indépendance par rapport au pouvoir, en disant il n'y a pas d'examen en procédure d'urgence. Non,
C'est juste un simulacre d'action. Dans le lot des manifestants, l'on retrouve quelques présidents de partis politiques, notamment le Parti communiste béninois. Les communistes qui n'ont jamais fait de cadeau à un gouvernement béninois s'engagent à barrer la route à Patrice Talon avec sa constitution. Autant on a dit non à Kérékou en 2006 pour dire que c'est le peuple qui fait la constitution. Autant on a dit non à Yahya Boni en 2011. Autant aujourd'hui on dit non à Talon. Dites-moi non à Talon. Les femmes qui ont été récemment déguerpies ont aussi profité de cette marche pour crier le désarroi. Les manifestants exigent le retrait pur et simple du projet de loi portant modification de la Constitution déposé à l'Assemblée. Pendant ce temps, la commission des lois du Parlement déclare recevable le dit projet de loi. Lundi commence le débat de fond en plénière. Après une première prolongation de 6 mois, le 30 juillet dernier, l'état d'urgence est de nouveau prorogé au Mali. Les autorités ont annoncé jeudi une rallonge de 10 jours au décret en vigueur depuis maintenant 16 mois. Cette mesure exceptionnelle avait initialement été instaurée après l'attaque djihadiste contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015. 20 personnes étaient décédées. Le gouvernement malien justifie la nouvelle prolongation de l'état d'urgence par la nécessité de renforcer davantage les dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme, ainsi que d'accroître les capacités opérationnelles et les actions de contrôle des forces armées et de sécurité. Autre raison évoquée, mettre en place des procédures juridictionnelles liées aux actes et aux menaces terroristes. Pour les autorités, la menace d'attaque au Mali et dans toute la sous-région reste possible. Restons en Afrique de l'Ouest, direction la Côte d'Ivoire à présent. Sam Mohamed Djichi, dit Sam l'Africain, a été condamné ce vendredi à 6 mois de prison. Il avait été arrêté à Abidjan il y a plusieurs jours par la justice ivoirienne après des propos qualifiés de xénophobes tenus lors d'un meeting. L'opposant ivoirien était devenu célèbre à la suite de son témoignage en 2016 au procès de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo. Reportage. L'opposant ivoirien Sam l'Africain a été condamné à 12 mois d'emprisonnement, dont 6 fermes et une amende de 500 000 francs CFA par la justice de Côte d'Ivoire. D'origine libanaise, Sam Mohamed Djichi, dit Sam l'Africain, a été arrêté le 17 mars dernier après des propos qualifiés de xénophobes, comme l'avait fait savoir son avocat, Maître Modeste Abié. L'opposant avait en effet évoqué au cours d'un meeting le mariage du président Alassane Ouattara avec son épouse Dominique Ouattara et l'avait accusé d'être d'origine burkinabé. Président de la NACIP, la nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie, Maître Djichi est membre de l'Alliance des forces démocratiques, une coalition de l'opposition dirigée par Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, Front populaire ivoirien, la formation politique créée par l'ancien président Laurent Gbagbo. Sam l'Africain était devenu relativement célèbre après son témoignage en 2016 au procès de M. Gbagbo à la CPI, Cour pénale internationale. Vendredi, à la sortie d'audience, Pascal Affi-N'Guessan a naturellement condamné la sanction du tribunal d'Abidjan à l'encontre de son allié, Sam l'Africain, candidat malheureux aux élections législatives ivoiriennes de décembre 2016. Toujours en Côte d'Ivoire, la baisse drastique du cours du cacao inquiète. Moins 37% en moins de 6 mois. C'est la chute brutale enregistrée dans le prix plancher fixé jeudi par les autorités ivoiriennes, la plus forte baisse depuis 2012. En début de saison, en octobre dernier, le kilo de fèves Borchamp de cacao s'achetait au planteur au moins 1100 francs CFA, 1,67 €. Le prix garanti annoncé hier par le Conseil Café Cacao n'est que de 700 francs CFA le kilo, à peine plus d'1 €. La raison de cette perturbation, une production en hausse, mais aussi une demande mondiale qui stagne. Conséquence, les revenus pour les cacaoculteurs vont chuter les prochains mois et déjà les stocks de marchandises s'amoncellent au bord des plantations et dans les ports d'exportation d'Abidjan ou de San Pedro. Mais au-delà de la filière, c'est toute l'économie du premier producteur mondial de cacao qui est menacée par cette baisse des prix. Le secteur génère plus de 15% du PIB et plus de 50% des recettes d'exportation. 6 millions d'Ivoiriens en vivent aussi de manière directe ou indirecte. Restons sur la façade atlantique de l'Afrique. 4 bateaux étrangers ont récemment été arraisonnés au large de la Guinée-Bissau, 3 battant pavillon chinois et 1 comorien. Les embarcations ont été prises en flagrant délit de pêche illégale. 5 jours ont suffi pour neutraliser les contrebandiers, notamment grâce à l'intervention de Greenpeace, qui a annoncé le succès de l'opération mercredi. L'organisation non gouvernementale estime que 90 navires au total sont en infraction en Guinée-Bissau.
Pour le président bissau-guinéen José Mario Vaz, cette pêche pirate est un phénomène grave. Les recettes de cette activité illégale permettraient selon lui de construire au moins 90 écoles, des hôpitaux ou encore des routes. Pour Greenpeace, la pêche en Afrique de l'Ouest, dite INN, illégale, non réglementée et non déclarée, contribue à la perte de 300 000 emplois dans le secteur de la pêche artisanale. Chaque année, le phénomène ferait perdre à la Mauritanie, au Sénégal, à la Gambie, à la Guinée-Bissau, à la Guinée ainsi qu'à la Sierra Leone plus de 2,1 milliards d'euros, l'équivalent d'environ 1 380 milliards de francs CFA. Les migrants africains prétendant à rejoindre l'Europe, souvent au prix de leur vie, semblent changer petit à petit d'avis. En Libye, de nombreux Nigériens s'apprêtent ainsi à rentrer chez eux. Ils ont accepté une mesure de rapatriement volontaire. Ces anciens prétendants à l'immigration sont arrivés jeudi à l'aéroport libyen de Mitiga, près de Tripoli, avant de rejoindre leur pays d'origine. 172 migrants vont embarquer sur un vol à destination de l'aéroport de Niamey au Niger dans le cadre du programme de retour volontaire de l'Organisation internationale pour les migrations. Certains d'entre eux viennent de centres d'accueil et d'autres non. Le président du Niger est quant à lui en visite officielle en France. Mahamadou Issoufou a été reçu ce vendredi au palais de l'Élysée par son homologue français François Hollande. Les deux hommes ont notamment discuté développement, mais aussi de la lutte conjointe menée contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram, non seulement au Niger, mais aussi dans 4 autres pays du Sahel que sont la Mauritanie, le Mali, le Tchad et le Burkina Faso. 4000 soldats français sont mobilisés au sein de l'opération Barkhane pour mener des opérations antiterroristes aux côtés des militaires nigériens intégrés à une force régionale. Nous sommes également mobilisés et le Niger est en première ligne par rapport à Boko Haram et nous avons pu là aussi infliger des pertes à ce mouvement terroriste, même si aujourd'hui il s'est dédoublé et nous devons continuer les actions. Le Niger est regardé par les Européens et tout à l'heure Mahamadou Issoufou ira en Italie comme un exemple de ce que l'on peut faire de mieux pour l'action en matière de développement. Les relations sont très fortes et ceci grâce au président Hollande. Je salue le soutien qu'il a constamment apporté au Niger. Et au-delà du Niger, à toute l'Afrique. Le continent africain, je crois, pense que tous les engagements que le président a pris vis-à-vis de l'Afrique ont été tenus. À l'international, le Royaume-Uni a provoqué un véritable tremblement de terre avec la concrétisation de sa demande de sortie de l'Union européenne. Parallèlement, la première ministre de l'Écosse, Nicola Sturgeon, a formellement demandé au gouvernement britannique ce vendredi un second référendum d'indépendance. Les remous provoqués par la mise en marche de la procédure du Brexit atteignent également les Français qui vivent au Royaume-Uni. Sa sortie de l'Europe pèsera sans aucun doute sur leur vote pour la présidentielle française du mois prochain. Le soir d'un débat, ce peuple se métamorphose. À Londres, les sympathisants socialistes français suivent la campagne présidentielle autour de quelques pintes. Installés dans un pays qui s'apprête à quitter l'Union européenne, ils sont attentifs à la place de l'Europe dans les programmes des candidats. Oui, le Brexit aura un impact fondamental sur le vote des Français de l'étranger, forcément. C'est dans l'adversité un petit peu qu'on se rassemble. 1,3 million de Français sont inscrits sur les listes consulaires dans le monde, soit 2% des électeurs. Un réservoir de voix non négligeable pour les candidats. Emmanuel Macron est allé à leur rencontre en février. C'est aussi de les convaincre partout et à chaque moment où c'est pertinent de revenir entreprendre, faire en France, innover, chercher, créer, enseigner. Parce que je veux qu'on ait un pays où on puisse à nouveau faire tout cela. Un public conquis, mais ici, les meetings sont l'exception. Distribution de tracts à la sortie de spectacles d'artistes français ou tout simplement à South Kensington, le quartier français. La campagne se joue surtout dans la rue. Quand on a vécu toute sa vie en France, on n'a parfois pas forcément tendance à se rendre compte du fait qu'un système peut être différent, un système de retraite, de protection sociale ou autre. Et quand on a vécu à l'étranger, par exemple en Grande-Bretagne, on voit que ce n'est pas forcément de la même manière. Pour les partisans de Marine Le Pen, les priorités restent les mêmes, que ce soit à l'étranger ou en France. Pour elle, les Français à l'étranger sont plus importants que les étrangers en France, ce qui n'est pas le cas des autres candidats. C'est-à-dire quand on voit les budgets
de l'enseignement français à l'étranger réduit et qu'en parallèle on accueille des migrants dans des châteaux. La capitale britannique compte environ 200 000 expatriés français. Le choc du Brexit sera dans tous les esprits au moment du vote. Il y a aussi une certaine peur, même si j'espère que la France réagira différemment des autres pays et ne cédera pas à la frayeur et à l'isolationnisme que les autres ont démontré, à commencer par l'Angleterre. Pour ces Français d'outre-Manche, la rupture avec l'Union européenne aura un impact direct sur leur avenir. Le futur locataire de l'Elysée sera l'un des acteurs clés des négociations du Brexit. Restons en France où des étudiants de région parisienne se disputent le titre de meilleur orateur du 9-3. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, des jeunes participent au concours Eloquentia, créé en 2012. La finale aura lieu le 3 avril. Le concours a fait l'objet d'un documentaire à voix haute, bientôt au cinéma. Petits exercices d'échauffement vocal avant le grand saut dans l'arène. Ces 4 étudiants de Seine-Saint-Denis s'apprêtent à disputer la demi-finale d'un concours d'éloquence. Le conseil du coach, retrouver une respiration profonde comme celle que l'on a quand on dort. Grâce à la respiration profonde, on décharge toutes les contraintes musculaires supérieures du haut du corps, ce qui fait que la gorge se libère et les cordes vocales peuvent vibrer plus largement et plus généreusement et donc créer plus de sons. 19h. Les premiers spectateurs se pressent devant l'entrée de l'amphithéâtre X de l'université de Paris-Saint-Denis. Leur texte à la main, les candidats, eux, tentent d'oublier leur inévitable montée de stress. Là, j'essaie de m'imprégner de mon discours, de me faire le vide autour de moi et de me répéter encore et encore jusqu'à la dernière minute. Au programme de la demi-finale, 2 questions philosophiques auxquelles les candidats doivent répondre soit par l'affirmative, soit par la négative. Et chacun dispose de 10 minutes montre en main pour convaincre. Par peur de l'ennui, j'ai dû trouver une passion, la peur. On ne la ressent pas si on n'est pas dans l'action. Le rap, c'est mon addiction. Je fais vivre mes écrits par la diction comme Aurel San. C'est de la peur de l'échec que naît mon inspiration. Slam, poésie, humour, tous les styles sont autorisés. Je me permets de citer la compagnie créole. Si nous n'avions que des hauts, nous ne chanterions plus au bal masqué, mais au masqué, et je vous l'accorde, ça fait tout de suite moins dansant, mais surtout ça ne veut rien dire. Reste à convaincre le jury, composé d'humoristes, d'animateurs télé et d'avocats. Et là, on ne se fait pas toujours de cadeaux. Je pense que si Reda était un objet qu'on pouvait acheter sur Amazon, une fois que vous l'avez commandé, Amazon vous proposerait ceux qui ont acheté Reda ont aussi acheté du Xanax. Reda et Jérémy éliminés, on retrouvera donc en finale le 3 avril Grégoire face à Linda, la fin d'une longue bataille qui consacrera le meilleur orateur de Seine-Saint-Denis pour la plus grande fierté du public et des organisateurs. L'idée, c'est pas de dire qu'un tel est meilleur qu'un tel. L'idée, c'est surtout d'encourager les autres à prendre la parole, justement pour montrer que nous, les gens qui sommes ici de banlieue, de Seine-Saint-Denis ou du Val d'Oise et autres, qu'on peut prendre la parole, qu'on a des choses à dire. Quand je suis venue la première fois, c'était il y a 5 ans, on m'avait demandé de venir juger un samedi matin en disant voilà, on voudrait lancer un concours des éloquences à Saint-Denis. J'attendais pas grand-chose, je me suis dit pourquoi pas essayer et en fait j'ai vraiment été bluffée par les gens que j'ai rencontrés. 5 ans plus tard, le succès est tel que la fièvre oratoire du concours d'Eloquentia a essaimé dans d'autres villes de France, comme Nanterre, Grenoble ou Limoges, et qu'un documentaire déjà diffusé à la télévision sortira en salle le 12 avril prochain. Retour sur le continent africain pour terminer ce journal. La capitale marocaine Rabat se met aux couleurs de l'Afrique subsaharienne avec un événement culturel d'envergure, l'Afrique en capitale. Expositions, projections, concerts. Avec ce rendez-vous de l'art africain contemporain, le Maroc poursuit son offensive diplomatique et politique ainsi qu'économique de ces derniers mois sur le continent. Pour Mehdi Kotbi, le président de la Fondation nationale des musées du Maroc, l'Afrique en capitale est l'occasion de célébrer l'africanité du Maroc et son retour récent au sein de l'Union africaine. Jusqu'au 28 avril, le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain expose les œuvres d'artistes parmi les plus en vue d'Afrique subsaharienne. Les Congolais Chéri Chérin, Chéri Samba ou encore Pierre Baudot, ainsi que le Nigérian Bruce Onobrak-Peya ou encore l'Ivoirien Aboudia. Les festivités se poursuivent aussi hors les murs. 18 lieux de la capitale accueillent 36 activités représentant 32 pays africains.
Au programme, du théâtre, des conférences, des concerts ainsi qu'un match de football de gala entre une sélection africaine et une sélection européenne. Le fait que le Maroc s'intéresse globalement à toutes les manifestations culturelles au niveau de l'Afrique, et surtout cette année où le Maroc est revenu dans la communauté africaine, on peut dire sur le plan politique, mais nous savons que le Maroc était là déjà dans le domaine économique, dans le domaine culturel. L'événement que nous vivons aujourd'hui, nous pensons que s'il continue, il va faire du Maroc un centre important où on peut voir la culture africaine. C'est un choix et un message fort que la capitale a souhaité donner au reste du continent africain, mais également au reste du monde, sur cette volonté de marquer et de présenter des artistes majeurs du continent sur le continent, avec l'entrée, bien évidemment, du Maroc dans l'Union africaine. Et pour moi, c'est ça l'essentiel, c'est de voir que le Maroc aujourd'hui, Rabat, ville lumière, capitale de la culture, est en train d'être un rendez-vous incontournable de la culture. Et c'est ça qui est important. Et en même temps, un vrai pont entre l'Europe et l'Afrique. Une véritable porte, je dirais, comme ça a été toujours dans l'histoire. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. En Afrique du Sud, le remaniement ministériel entrepris par le président Jacob Zuma tourne à la guerre ouverte au sein de l'ANC. De nombreux enjeux sont sur la table pour le futur successeur à la tête du parti au pouvoir. Au Bénin, des manifestations ont eu lieu contre un projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990 de l'Assemblée. Et enfin, le cours du cacao a baissé de 37% en 6 mois en Côte d'Ivoire, une chute brutale aux lourdes conséquences pour l'économie du premier producteur mondial de cacao. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain samedi pour votre revue africaine de la semaine. Bonne suite de programme sur Vox Africa.